Bonjour à tous, je laisse juste un peu de temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tous, donc je suis ravi de vous accueillir à ce nouveau webinaire. Je me présente à nouveau, je suis Guillaume Schaeffer, directeur du salon All for Pack Emballage Paris. Et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième webinaire de l'année que nous vous proposons à la suite de celui d'avril, qui est disponible en ligne sur notre site et nos réseaux sociaux tels que LinkedIn, qui était dédié à l'emballage à usage unique et à usage multiple. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce deuxième webinaire dédié au vrac, donc aux produits pour la vente en vrac. Deux points, c'est un système d'emballage adapté pour éviter le gaspillage et garantir la sécurité. Ce webinaire est donc dans un cycle de webinaires que nous vous proposons, ainsi qu'un événement sur lequel on vous donne rendez-vous. C'est le mercredi 20 septembre qui aura lieu au sein du salon Paris Retail Week. Et c'est un grand rendez-vous pour lequel on vous attend avec des conférences dédiées donc, à tout ce qui est e-commerce, l'emballage dans le e-commerce et la grande distribution, le retail. Et donc, toute la profession sera conviée à ce rendez-vous. Mais revenons-en donc à notre webinaire de ce jour. Et pour ce faire, je suis ravi d'accueillir et je remercie dès à présent de leur présence donc Claudine Demey, directrice de l'innovation et du développement donc, chez Equibio, filiale de la compagnie Léa Nature. Bonjour Claudine. Bonjour à Et tous. bonjour Didier Onreta Bruno, président de My Retail Box. Donc, je vous Bonjour. laisse avec Fabrice Pelletier, notre expert en design. Bonjour Fabrice également, Bonjour Guillaume. pour parler donc et lancer ce webinaire au sujet du vrac, vaste sujet d'actualité pour la profession de l'emballage. Fabrice, je te laisse la parole avec Claudine et Didier. Et je vous invite, pardon, excusez-moi, je vous invite tous à poser vos questions dès à présent dans le chat qui est disponible donc ici dans ce Teams. Fabrice, je te laisse la parole. Bonjour Guillaume, bonjour Claudine, bonjour Didier. Merci d'avoir accepté notre invitation. On voit par ce visuel que le vrac, il y a plusieurs types de vrac, mais avant de parler réellement de vrac et d'emballage et de protection des produits, je voudrais peut-être que vous me disiez où en est le marché du vrac. On entend beaucoup de choses, on en parle beaucoup. Comment ça se passe? On en est où en termes de chiffres? Est-ce que ça croît? Est-ce que ça décroît? On en est où, Didier? Très rapidement sur le… Alors, assez rapidement, le vrac avait connu une croissance très très forte depuis globalement le début de l'année 2018. Donc, il y a eu 3 années de croissance extrêmement forte, de l'ordre de 30 à 40% par an. Et puis, à partir de l'été 2021 jusqu'à l'été 2022, il y a eu ce qu'on pourrait qualifier d'accident sociologique, et on pourrait en parler une journée entière, donc je ne vais pas le faire ici, mais c'est dissocié du phénomène d'inflation. Pendant lequel le vrac dans son ensemble a perdu grosso modo 30% de sa fréquentation. Et puis depuis la fin de l'été 2022, on revoit une inversion de tendance qui ressemble à celle de 2018. Alors ça a placé l'année 2022 sous le même chiffre d'affaires français national que ce qu'a été 2018. Donc c'est quand même 7 à 8 fois plus que ce qu'il y avait en 2010-2011. C'était quand même déjà une belle performance. Donc on n'a pas tout perdu, loin de là. Et puis depuis l'été, on revoit des croissances de fréquentation très intéressantes avec un panier qui reste très soutenu, ce qui donne d'assez bons espoirs. On pense que l'accident sociologique s'est refermé et qu'on est sur un trend plutôt positif qui devrait s'accélérer encore à partir de septembre. Globalement, on est sur des trends de fréquentation qui sont… là maintenant, on en est à plus 6, plus 8 sur N-1, donc ça commence à être intéressant. Claudine, vous, de votre côté, chez Ecobio, vous voyez la même chose? Oui, également sur notre marché des magasins spécialisés qui est le réseau que nous livrons, nous voyons une reprise de l'activité, en ce début d'année et le vrac est un système de distribution très prôné par ce réseau-là, donc qui reprend de la même façon beaucoup de plus de puissance en tout cas
Pas de la même façon sur toutes les différentes catégories de produits, peut-être un peu moins sur la partie biscuits, mais sur tout ce qui est céréales, graines et tout ça, il y a un redémarrage depuis le début de l'année. Merci. Alors, on va tout de suite passer. D'abord, j'ai envie pour passer de dire c'est quoi la vente en vrac, puisqu'en fait, on a un article 41 de la loi anti-gaspillage qui vient de modifier l'article du L 120.1 du Code de la consommation qui définit le vrac, donc la vente au consommateur de produits présentés sans emballage primaire en quantité choisie par le consommateur et dans des contenants réemployables ou réutilisables. Alors, quand je lis cette définition, effectivement, on le voit bien quand on regarde toutes les, comment ça s'appelle, les interventions qu'il peut y avoir dans les réseaux sociaux, ça laisse quand même beaucoup de flou et encore une fois une définition qui pourrait laisser penser que le vrac se fait sans emballage. Donc, comme d'habitude, je vais voir à l'emballage primaire, puisqu'on dit c'est sans emballage primaire. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qu'un emballage primaire. Et un emballage primaire, c'est le contenant directement en contact avec le produit, c'est-à-dire que l'on nomme comme unité de consommation. Donc là, on peut comprendre une unité de consommation, mais c'est quand même l'emballage primaire, ce qui protège le produit. C'est un emballage qui a pour but de contenir, de préserver, de protéger le produit fini, particulièrement contre les impuretés. C'est la première couche de l'emballage qui sert à protéger les céréales, les grains. Donc, on voit bien ce qu'est un emballage primaire. Et après, on dit que ce type d'emballage est aussi destiné au consommateur final pour l'aider à utiliser le produit. Donc, on comprend bien. Mais en fait, ça me laisse une gêne puisque en fait, j'ai plutôt l'impression, si vous voulez, que le vrac, c'est une économie d'emballage, c'est-à-dire d'unité de vente, d'unité de consommation seulement. Parce que, je ne sais pas, Claudine, on peut commencer peut-être par vous. En fait, vos produits, ils ne viennent pas avec leurs petites ailes, en fait, ils ne tombent pas du ciel. Donc, vous êtes bien obligé de les emballer pour les faire partir de votre site de production, aller chez le distributeur vrac. Oui, oui, tout à fait, Didier, il faut bien transporter, les produits, à partir du moment où ils sont stockés et conditionnés jusqu'au lieu de vente. Donc là, les 2 systèmes que vous montrez, Fabrice, correspondent à différents types de produits. À la fois, d on peut expédier des produits directement dans des sacs, notamment des sacs Kraft qui tiennent très bien sur les palettes sans double emballage. Tandis que la visualisation là sur la droite et elle correspond plutôt à des sacs, qu'on met dans des emballages plastiques. Alors, en ce qui nous concerne, du plastique recyclable et qui, pour bien être stable et être bien protégés jusqu'au lieu de vente, sont mis dans des caisses américaines en carton, comme, vous montrez sur la palette. Donc Didier, on a bien finalement là un emballage primaire, mais qui est aussi en même temps un emballage d'expédition. Tu confirmes que c'est ce que tu reçois dans tes entrepôts, ce type de palette avec des Oui, produits oui. emballés? Oui, oui, nous on reçoit bien ce qu'on appelle des gros conditionnements de cette nature. Donc c'est emballé. On dit souvent qu'il ne pleut pas du riz, il ne pleut pas des cornflakes. Donc il faut bien que le produit soit protégé, soit transporté, soit préservé. Après, la petite nuance qu'il y a dans la définition, et ça peut prêter à confusion, c'est que le produit est présenté sans emballage primaire. Et là aussi, on peut parler longtemps de cette notion-là. Présenté donc dans le point Présenté au de vente, consommateur. C'est effectivement. ça la petite nuance de la définition légale, Alors, mais je te on peut rejoins, c'est un peu bancal. On peut passer au slide suivant. Est-ce que, donc on voit bien finalement que dans le vrac, vous recevez différents types d'emballages qui vont de 25 kilos globalement à 5 kilos, hein, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on peut observer. Est-ce que vous avez des chiffres justement de ce nombre d'emballages individuels, d'unités de vente? Je sais que ça, dans la préparation, on en a parlé, que j'ai vu des échanges entre vous deux sur des modes de calcul. Donc, on va peut-être commencer aussi par les calculs, parce que Claudine a fait vraiment des calculs, et puis Didier aussi, de ton côté, vous avez partagé. Alors, dites-nous de manière factuelle combien d'emballages euh, primaires, c'est-à-dire de ces emballages unités de vente, on peut économiser avec la vente en vrac. On Je commence par commence?
Par Ouais, Claudine? comme vous voulez, comme vous voulez. Allez-y, Claudine. Alors moi, ce que nous avons regardé en moyenne sur les quand on conditionne un produit en kilos, en 6 sachets de 1 kilo dans une caisse américaine, c'est ce qu'on expédie à nos magasins. Quand on regarde la surface de ces emballages plastiques par rapport au conditionnement en 5 kilos dans une sache en plastique, on voit qu'on économise 50 d'emballage plastique. Des De ce côté-là. Et si on regarde la totalité du cycle, quand on met l'emballage, 5 kilogrammes plastique dans un carton, là, on voit une plus petite différence, un besoin d'optimisation. Parce que quand on reconditionne l'emballage plastique 5 kilos dans une caisse américaine, on génère quand même un peu plus d'emballage carton et on est en train de réfléchir, donc en moyenne 10 de plus, mais ces produits-là, on essaie de les limiter en distribution chez nous. Ils ne représentent à peu près que 13 de nos ventes. La plupart de nos ventes sont en sachet Kraft et là, quand on est en sachet Kraft, puisqu'on n'a pas de suremballage pour expédier le produit, on arrive à une diminution à peu près de 70 d'emballage. Didier, c'est un petit peu, vous qui chez Day by Day, vous avez fait tous les types de produits, hein, donc vous avez une vision ultra large. Vous arrivez à quelle moyenne d'économie d'emballage? Alors nous, on parle d'évitement d'emballage et on arrive à éviter jusqu'à 72% de la masse moyenne annuelle rapportée au kilo de marchandises vendues. C'est-à-dire pour à la fin et dans l'écosystème complet, puisque dans le calcul qu'on fait, comme nous sommes très centralisés, nous pouvons également intégrer les sachets Kraft du consommateur, parce qu'il faut bien qu'il le ramène chez lui. Et donc un certain nombre de consommateurs utilisent encore des sachets Kraft et pas forcément leur propre contenant, à peu près la moitié. Et quand on les intègre dans cette donnée-là pour être parfaitement faire sur le primaire, le secondaire, d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur, on est à peu près à 72% d'évitement de la masse d'emballage. Donc, c'est quand même assez considérable. Effectivement, on peut dire que ce système de vente va économiser, n'est pas exempt d'emballage, on l'a vu, surtout d'emballage de protection et d'emballage d'expédition, sur lequel on peut gagner encore, hein, ce que j'entends bien, Claudine. On a encore donc, je dirais, du grain en vrac à moudre pour gagner encore d'économies d'emballage. On va passer au slide suivant et je voudrais, Didier, parce que je regardais dans la présentation, je trouve que Day by Day fait des vidéos et tu es monsieur un petit peu loyal, tu présentes des vidéos vraiment très sympas et tu dis que le vrac à remplir, c'est une attention de tous les instants. Donc là, on est dans le schéma que j'appelle le schéma initial du vrac, hein, de démarrage du vrac, sur lequel on a ces sachets, enfin ces emballages, et on remplit ces emballages dans différents systèmes. Comment ça se passe, Didier? Et effectivement, tu parles d'une attention tous les instants par rapport à ça. Mais oui, on fait du transfert de marchandises d'un contenant vers un autre. Donc évidemment, il y a plein de conditions, notamment sanitaires, ne serait-ce que pour la protection du consommateur. Il y a des conditions sanitaires. Il faut que le contenant qui va recevoir la marchandise soit parfaitement sain, le plus simple possible. Donc il faut le nettoyer très régulièrement et en tout cas, pour ce qui nous concerne, à minima à chaque changement de lot de marchandises. Il y a des versions dans lesquelles c'est plus. Et puis, il faut faire attention à l'environnement dans lequel on se trouve pour le verser. Donc, il y a des emplacements spéciaux dans chacun des magasins qui sont chargés de faire les remplissages pour ce qui est nos magasins de province. Et puis, il y a toute une traçabilité de bout en bout à avoir pour être sûr, puisqu'il n'y aura pas l'emballage pour le consommateur qui va suivre cette traçabilité. Il faut qu'on soit capable, nous, de tracer le produit, de le remonter pour le consommateur s'il avait un problème, mais aussi d'intervenir s'il devait y avoir un retrait, par exemple. Ce sont des choses qui arrivent. Et là, on a des systèmes qu'on a développés qui sont extrêmement précis, qui nous permettent, nous, quand on est alerté d'un retrait, ce qui arrive par notre fournisseur, on est capable de le retirer de tous les rayons concernés dans les 2 heures. Parce qu'on a dû développer ça sur des choses qui étaient prises en charge jusqu'alors par l'emballage primaire industriel. Alors, si on peut passer peut-être au slide suivant, on a un autre système que l'on voit pas mal apparaître et on va voir ce que fait d'ailleurs Ecobio avec ça, c'est ce qu'on appelle le vrac pré-rempli. Alors, là aussi, je vois beaucoup comment ça s'appelle, peut-être de critiques en disant, ben voilà, du vrac pré-rempli. Cela dit, ça
ça semble présenter plusieurs avantages. Donc, ça reste finalement, pour la plupart des emballages à usage unique, hein, des gros bag-in box ou des grosses boîtes sur lesquelles soit le système de distribution est intégré, soit il s'applique il vient se clipser sur la plupart du temps des emballages en carton ou des emballages en plastique. Et là, on est sur quelque chose qui, en termes Didier, en termes de protection est plus pratique. Vous en utilisez beaucoup, vous, des systèmes comme ça. Puis après, on va voir celui qui me semble très intéressant que propose Ecobio. Non, nous, on n'en utilise pas du tout des systèmes comme ça aujourd'hui. Alors, pour les liquides, le bag-in-box, oui, puisque pour un certain nombre de liquides, c'est quand même aujourd'hui le meilleur compromis. On verra dans l'avenir, mais à date, c'est le meilleur compromis. Pour les produits non liquides, on n'utilise pas de système de cette nature parce qu'il y a, de notre point de vue, des désavantages marketing à ne pas voir une surface suffisante du produit. Et nous ne sommes pas vendeurs de marques, mais de produits. Les gens viennent chez nous pas acheter des étiquettes, mais bien des produits. Et donc, on veut maximiser la surface de visibilité, mais également parce que pour un certain nombre de ces dispositifs aujourd'hui, il nécessite d'avoir à l'intérieur de ces cartons des saches plastiques. Donc, on n'a rien contre le plastique en soi, mais si on fait du doublement infini de conditionnement, on va se retrouver finalement avec la même problématique de non-évitement d'emballage ou de très peu d'évitement d'emballage qui avait été évoqué tout à l'heure et qui est un des sujets contre lesquels on se bat. Donc, pour nous, ces solutions sont une bonne direction sur le plan opérationnel amont, c'est-à-dire jusqu'au moment de la mise en place, sont des très très bonnes solutions qui facilitent la dimension opérationnelle des distributeurs notamment, mais sur le plan de la présentation aux consommateurs et de l'évitement d'emballage, ce ne sont pas encore, à notre sens, des solutions optimisées. C'est un peu moins vrai pour la solution proposée par Equibio. Et effectivement, la solution d'Equibio, si on peut passer aux slides suivantes, effectivement, me semble intéressante puisqu'en fait, on disait, bon, de voir le produit, effectivement, on voit le produit. On va demander peut-être à Claudine de nous expliquer cette solution, comment elle fonctionne, parce qu'elle nous semble répondre à un certain nombre d'objections faites par Didier. Et ça fonctionne comment, ce vrac pré-rempli? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors, c'est un système que nous avons mis en place en collaboration avec le concepteur de ce nouvelle génération de silo, qui est un silo en bois français, certifié et forêt durable. Et dans ce dans ce silo bois, on vient clipser un sachet que nous conditionnons. Nous avons développé dans notre entreprise Equibio, où ce sachet en plastique recyclable, c'est un sachet coussin, donc un type de sachet le plus simple qui puisse exister, donc qui a la capacité d'être fabriqué par d'autres personnes qui conditionnent. Et dans ce sachet, on met sous atmosphère, donc le produit est protégé, puisque nous vendons des produits issus de l'agriculture biologique, est protégé dans cette sage plastique et est transporté sur le lieu de vente. Là, l'opérateur en magasin prend ce sachet, le clipse dans le silo vrac et découpe quand le système est fixé enfin, où il l'ouvre en bas et il le clipse en haut et après le consommateur, par la manette, délivre la quantité qu'il souhaite dans le sachet qu'il aura trouvé. Donc c'est un système que nous sommes en train de tester depuis le début de l'année dans notre réseau spécialisé. Il a l'intérêt de bien protéger le produit, d'assurer la traçabilité du produit jusqu'au magasin. Le produit n'est pas touché jusqu'à ce que le consommateur le prenne dans son sachet. Donc, on assure une meilleure sécurité alimentaire. On a peu d'emballage puisque le sachet plastique pour un 5 kg pèse 26 grammes, soit 5 grammes par kilo de produit, alors qu'un sachet de un sachet de kilo de riz, par exemple, pèse 11 grammes. Donc, on a un gain d'emballage, on a une bonne traçabilité assurée, une protection sanitaire du produit et il y a moins on gère le gaspillage de produits puisque le sac est complètement vidé avant que la personne en mette un nouveau et il n'y a pas d'empilement de différents numéros de lot dans un même silo en plastique.
Voilà. Et au niveau information auprès du consommateur, bien sûr, il y a une bonne place faite à la marque, mais la marque qui peut exprimer un petit peu ses éléments de différenciation et une bonne information auprès du consommateur sur la composition, la partie allergène et le mode de l'aspect nutritionnel et le mode de cuisson qu'on a essayé de faire le plus visuel possible. On voit bien qu'on utilise, enfin, ce qu'on voit aussi dans l'usage unique, finalement, un sachet monomatériaux recyclable. Sauf que peut-être l'étiquette en papier, il faudra peut-être voir. Enfin, il y a encore pas mal de champs d'optimisation. On voit bien finalement ce qui se peut passer. Peut-être que Guillaume, tu as des questions à- avant qu'on avance sur un autre sujet déjà, sur ce que l'on vient de voir. Oui, alors pas trop de questions dans le chat, mais on y reviendra de toute façon en fin de session et j'invite tous les participants à poser leurs questions hein, donc dans le chat. Mais justement, en réaction par rapport à ce que vous avez pu nous présenter, Didier et Claudine, justement, pour le vrac, parmi les critiques sur le vrac, on parle souvent de gaspillage alimentaire. Et justement, par rapport à ça, je voulais savoir, par rapport à ce que vous avez pu présenter, en quoi ceci peut répondre à cette problématique. Commencez Didier, vous avez une expérience auprès Alors, du pour ce qui nous, consommateur un peu ouais, plus pour ce riche. qui nous concerne, le gaspillage alimentaire a été la première motivation pour laquelle on a fait du vrac, puisqu'on voulait adresser le gaspillage alimentaire à domicile, qui est une part extrêmement importante, avec une logique de fond. Pour pas acheter, il faut pas acheter. Donc, le vrac correspond bien à ces dimensions-là. Maintenant, les difficultés de service ou d'acceptation de services qui peuvent être parfois associées au vrac pour des gens pas encore très habitués, notamment la vision immédiate du rapport poids-prix, qui est intéressante du côté du préemballé, ce qui est logique, font que dans certains cas, si on n'assiste pas suffisamment les clients ou si on n'est pas suffisamment en backup, il peut y avoir du gaspillage. Dans l'écosystème que nous avons chez les By Day, évidemment, on est dans ce qu'on appelle un libre service accompagné, donc on est toujours en complément du consommateur et toujours en assistance nécessaire, ce qui fait qu'on a mesuré et on suit, puisque ça fait partie de nos indicateurs publiés et de nos engagements, on suit la marchandise gaspillée entre l'entrée dans nos entrepôts et l'achat par le consommateur, donc vraiment sur l'ensemble du bout de la chaîne, et on est à un peu moins de 1%. Et vous, je pense, Claudine, parce qu'en fait, votre système, vous l'avez dit, un système un petit peu, finalement, ce que l'on voit là encore à l'écran, anti-gaspi, pareil, vous confirmez que vous n'avez pas plus de gaspillage en vrac qu'en usage unique? Non, parce que enfin, après, c'est la façon dont le magasin va gérer, comme le dit, Didier, son rayon vrac. Mais le système là que vous voyez à l'écran, par rapport au premier test qu'on fait en magasin, montre que, certains clients apprécient que le sachet doive être vidé complètement. Donc ils peuvent gérer la perte enfin, éviter la perte un résidu de produit au fond du sachet parce qu'ils veulent vider complètement le sachet avant d'en mettre un autre et ça, c'est un élément important d'éviter le gaspillage dans le magasin et puis évidemment, on invite, le consommateur à ne prendre que la juste dose du produit dont il a besoin et le système de manette a été travaillé pour être très précis et permettre au consommateur d'arrêter, précisément la quantité qu'il veut dans le sac quand il se sert. Voilà, mais il faut que le silo soit très fonctionnel et ce système de vague soit très fonctionnel pour éviter le gaspillage. Là, le sac est clipsé et il est immédiatement fonctionnel, pour le consommateur. Il n'y a pas non plus de risque quand on verse l'opérateur verse le sac, de 5 kilos ou de 10 kilos dans le silo, qui est de produits mis sur le côté. Et d'ailleurs, on voit, on peut passer au slide suivant, on voit justement qu'il y a mise en place de systèmes justement pour éviter ce gaspillage et rendre beaucoup plus facile finalement le service dans le magasin. Donc, bon, il y a des meubles un petit peu comme le meuble qu'on voit à gauche jusqu'au bio, bon, qui sont simplement je dirais des habillages de silos, mais on voit aussi apparaître des machines distributrices sur lesquelles il y a juste à mettre la quantité qu'on veut, ça se verse. C'est finalement presque des mini remplisseuses de produits en vrac et qui sont justement faits type distributeur automatique, un petit peu comme quand on prend son café dans une station-service,
voilà. Est-ce que vous avez des systèmes comme ça chez Day by Day? Ah, Didier, ton micro est coupé. Retour du micro. On n'a pas de système comme ça chez les Day by Day parce qu'aujourd'hui, ce sont des systèmes qui ont le double inconvénient pour des très petites boutiques de centre-ville comme les Day by Day, d'être à la fois mangeurs d'espace. Si tu regardes les deux différents systèmes que tu montres, on voit bien qu'il y a très peu de références par rapport à l'emprise au sol, et mangeurs d'espace et à la fois très coûteux à installer et à maintenir. Donc, dans des univers de PGC, et je mets un tout petit peu de côté les produits d'hygiène, notamment qui ont des hautes valeurs ajoutées souvent, mais dans un univers de PGC où il y a plutôt des basses valeurs ajoutées et des masses de marge par kilo relativement basses, amortir l'investissement et l'emplacement d'un système comme ça demanderait 2 siècles et demi, ce qui est totalement déraisonnable. Donc Alors, nous sommes très pragmatiques et on n'est pas pour l'instant sur ce genre de système. Alors, je vois effectivement mangeur d'espace. Oui, alors donc je vois des gens qui n'ont pas d'espace. Si on peut passer au slide suivant, ils ont quasiment mis le distributeur de vrac. Si on peut passer au slide suivant, Flavie, s'il vous plaît. Distributeur de vrac sur le parking, et on ne voit le parking du magasin. Donc, peut-être demain, je ne sais pas, des mini-distributeurs Day by Day par endroit en ville, non? Vous travaillez, pourquoi pas? Je ne sais pas. Alors, il y a des tas de choses qui se développent un peu partout et qu'on accompagne nous régulièrement dans le développement parce qu'on est bien persuadé que c'est pas parce qu'aujourd'hui la solution n'est pas économiquement viable qu'elle ne doit pas l'être demain. Et donc, il faut accompagner le développement et le travail sur la recherche de ces systèmes, mais on n'y est pas encore. Mais c'est fou, en quelques années, ce qu'on voit apparaître finalement, on voit que Bien ça sûr. bouge énormément. Vous, si on peut passer au slide suivant, chez Ecobio, vous avez fait un joli, on revient sur ce meuble et sur ce système que vous venez de le mettre en place. Donc, accueil, on ne sait pas, c'est accueilli comment par la distribution. C'est un petit peu nouveau, vous me disiez pour l'instant Oui, encore. oui. Oui, c'est un petit peu nouveau puisqu'on le déploie depuis le mois de janvier, le temps de mettre en place le système de conditionnement, d'adapter justement ce bon verrouillage et de la maniabilité de la poignée pour délivrer la juste dose sans risque de perte de produits. Mais premier accueil pour des magasins très experts du vrac qui se sont très bien équipés. Ils se disent, nous, on a déjà tout notre meuble enfin, tous nos murs de silos en vrac, plastique, on les gère bien, on a une laveuse pour gérer les silos. Ils ils accrochent peut-être un peu moins sur ce type de meubles. Par contre, des magasins qui n'ont pas fait le pas encore du vrac, qui hésitent, eh ben pour eux, rapidement, ils trouvent une place en magasin pour installer ce type de meubles. Après, pour les magasins plus experts, on est en train de réfléchir à comment utiliser peut-être, ce type de meuble pour apporter le vrac au niveau du rayon. Au-delà d'un espace vrac dans le magasin, arriver à apporter peut-être ce type de silo au plus près du rayon où il y a les préemballés, qui peut-être, permettrait, au consommateur qui a le geste peut-être répétitif d'acheter son riz en kilos, de se dire: «Ah tiens, il y a un silo vrac à côté qui est pratique et pourquoi je ne ferais pas ce geste de passer au vrac?» Donc cette expérience est très enrichissante et on voit qu'il y a pas une solution adaptée à tous les magasins, comme nous le montre aussi l'emballage, hein. Il n'y a pas un emballage qui est optimum pour tous les types de produits, mais en tout cas, on apprend beaucoup de choses, hein, et nos clients sont très participatifs, hein, à ce type d'expérience. Voilà. Oui, effectivement, dans, Et je dans- me dans ces webinaires que l'on fait avec All for Pack, on dit effectivement qu'il y a pas la solution miracle, il n'y a pas une solution, il y a des solutions, on ne les oppose pas les unes aux autres parce elles ont toutes un intérêt, elles ont toutes aussi des défauts, donc il faut plusieurs choses. Et d'ailleurs, on va Je passer… profite, ouais. Et je pardon? profite juste avant parce qu'il y a une question intéressante justement sur le système là, présenté de Claudine là, sur le slide juste précédent, à savoir si ce système sera aussi envisagé pour le liquide. Et après, j'ai une autre question sur la gestion de durée de vie des produits.
Alors pour le moment, ce même système, pas trop parce que, une des limites qu'on voit justement, c'est les toutes petites graines. Parce que les toutes petites graines pour que ça se referme parfaitement et qu'il y ait pas d'écoulement du produit, d'écoulement résiduel une fois que le consommateur s'est servi, c'est pas facile. Vous voyez les graines de chia, des graines très fines, c'est délicat. Alors pour le liquide, pour le moment, hein, présentement, mais vous voyez, tout est en train d'évoluer très vite, comme le disait, Fabrice. Mais pour le moment, on l'a pas trouvé c'est un peu comme le bag-in-box, non? La caisse en carton J'allais autour, hein, dire, hein, le hein. bag-in-box sans la box. Donc il faut On- trouver le Juste le système bag. qui ferme très bien. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui vont trouver. Oui, juste le bag. Et Ouais. l'autre question, tu disais, Et Guillaume, l'autre peut-être? question, c'est comment gérez-vous la durée de vie des produits compte tenu de l'exposition donc du produit à l'air ou à l'humidité? Avez-vous développé des normes internes ou imposé aux fournisseurs? Spécifiquement pour, ce système de distribution ou en général pour le Je vrac? présume, ouais, ou ça Ouais, peut être après. d'accord. Après, ce qu'on a à travailler, c'est justement cette aussi, de notre côté, la juste dose dans ces sacs, coussins et on a travaillé, en lien aussi avec notre expérience, depuis quand même 30 ans qu'on vend des produits bio. Les produits à fort turnover quand même, ce qui fait qu'un sac de 5 kilos dans un magasin qui vend du vrac, il se remplace très rapidement. Généralement entre 1 à 2 sacs par semaine, donc on n'a pas de problème en tout cas remonté jusqu'à maintenant, pas de problème que les produits se dégradent ou que les produits reprennent de l'humidité. Je pense à on a peu de produits nous qui on est sur d'épicerie sèche aussi, hein. On n'est pas sur des produits, qui très hygroscopiques, mais en tout cas, on n'a pas eu ces éléments remontés pour le moment Je et les pense que produits Didier, jusqu'à l'ouverture sont protégés quand même, hein, puisque le sachet est soudé en haut et en bas. je pense que Didier doit avoir aussi une grosse expérience là-dessus, sur ses braques. D'ailleurs, je vais lui Ouais. donner la parole tout à l'heure, mais là-dessus, il a peut-être une réponse, puisque toi, tu dois savoir Oui. ça au Oui, quotidien. oui, nous, on travaille depuis pas mal d'années maintenant avec nos fournisseurs pour établir sur chaque produit ce qu'on appelle une DDM secondaire. Donc, il y a évidemment une DDM de base qui est sur le produit fermé et qui est établie par le fournisseur habituellement. Sans surprise pour les uns ou pour les autres, le produit est mis en vente longtemps avant la DDM de base. Donc, il nous faut une DDM après ouverture. Et on a fait ce travail-là et on fait ce travail-là maintenant sur chaque produit, d'avoir cette DDM secondaire. DDM secondaire qui est d'ailleurs inscrite dans le système de traçabilité dont je parlais tout à l'heure et qui permet d'avoir des alertes pour les magasins s'ils devaient dépasser la DDM secondaire pour un certain nombre de produits. Et donc, il y a des priorités de gestion là-dessus. Donc, c'est assez bien tracé. Je viens de voir apparaître un petit mot de quelqu'un de chez 3JD. Je voulais revenir dessus par rapport au système de débit. La question qui était posée, est-ce qu'il existe un système équivalent pour le liquide? Et oui, c'est exactement ça. 3JD a développé quelque chose qui est assez intéressant. Alors, c'est pas du bois, c'est un système métallique, mais peu importe. Mais c'est très low-tech et ça facilite grandement l'écoulement des liquides à partir d'outres pré-remplies, ce qui n'est pas toujours vrai avec un bag-in-box. OK, alors on va continuer, on va pas sur le suivant, puisqu'en fait, je disais, le vrac évolue et il y a plusieurs systèmes, et le troisième système qui me semble être effectivement un système assez vertueux, c'est l'emballage distributeur à usage multiple, c'est-à-dire qui va un petit peu le réemployable, hein, le réemploi, c'est-à-dire on retourne les bacs. Comment ça fonctionne? Là, Didier m'a envoyé des photos. Est-ce que tu peux, et justement, on comprend que là, tout est peut-être bien contrôlé, bien tracé. Est-ce que tu peux expliquer aussi comment fonctionne ce système d'emballage distributeur à usage multiple et finalement de boucle, hein, de boucle de produits en vrac en fait, et de distributeurs de produits en vrac? Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 9 ans avec des grandes évolutions au fil du temps, évidemment. On a appris à le faire, ça n'existait nulle part, où on apprend à conditionner l'emballage amont du produit de manière circulaire. Et donc, ce qu'on a fait
pour l'Île-de-France et uniquement pour l'Île-de-France, puisque nous avons en Île-de-France une livraison en boucle fermée et pas en rupture de charge, donc ça facilite la vie et puis ça réduit les coûts et les impacts. Nous pré-remplissons en notre logistique de Dreux, on a une salle dédiée qu'on a bâtie pour ça. Nous pré-remplissons les trémies, elles sont remplies, elles sont tracées. Nous les livrons pleines au magasin sur commande. Vous voyez en bas à droite du stock de trémies déjà conditionné. Alors en général, c'est conditionné, nos stocks sont calculés pour 8 à 10 jours maximum de vie dans l'entrepôt. Nous reprenons sur le même coup de frein les trémies vides et donc sales et qui n'auront du coup été remplies qu'une fois. On n'attend même pas le changement de numéro de l'eau. Vide, ça repart au lavage. C'est en haut à droite, on a construit une usine de lavage avec un ESAT de notre proximité il y a déjà 7 à 8 ans. Et puis sur le même coup de frein, le chauffeur reprend les vides propres que vous voyez en haut à gauche et revient à l'entrepôt. Et donc, on a circularisé complètement ce schéma. Alors, vous le voyez en bas à gauche, on démarre encore sur des gros conditionnements tels que tu les décrivais tout à l'heure, Fabrice, mais on réfléchit maintenant au stade d'après qui est le Big Bag. Oui. Sur des gros produits à très, très gros volume, on peut… c'est presque une usine de remplissage dans votre entrepôt, finalement. Exactement. Alors, tout ça sont des opérations encore très manuelles parce que ces bacs sont très complexes. Mais je vous avoue qu'il y a plein de structures en France et ailleurs. Et il y a un gros truc en Angleterre qui avance bien pour travailler ces emballages amont et travailler toute cette chaîne logistique de manière à éliminer encore et plus passer de 72% d'évitement, probablement à 85 ou 90 à terme. Mais à terme, ça veut dire aussi, Didier, je suppose, quand même un maillage territorial de vos entrepôts pour remplir, parce que vous n'allez pas vous retrouver à un seul endroit en France qui va délivrer. Absolument. Absolument. L'évolution de cette économie du circulaire complet va nécessiter, de mon point de vue, une manière de fonctionner entre les entreprises un peu différente. Et donc, il va falloir que nous réfléchissions, je pense, comme les plateformes technologiques ou comme la librairie le fait depuis déjà 80 ans, à travailler beaucoup plus sur les territoires, vous m'aurez compris. On va éviter les mots compliqués, sur les territoires, sur de la collaboration, de la coopération pour avoir des centres de conditionnement multi-entreprises, multi-marques qui intègrent du lavage et qui intègrent tout et travailler des boucles courtes. C'est vrai pour nous. C'est vrai pour le vrac, c'est probablement en partie vrai pour le pré-emballé à contenant consigné pour réemploi, sur lequel tu travailles aussi beaucoup. Oui, d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Effectivement, vous, chez Ecobio, vous envisageriez de livrer des gros bacs de produits? C'est la suite logique du vrac pour le rendre encore plus vertueux, comme le dit Didier. Après, c'est une évolution qu'on réfléchit dans nos outils de conditionnement. Mais comme le dit Didier, ça n'a de sens que si derrière aussi il y a une boucle. Pour pouvoir fermer la boucle, il faut quand même avoir aussi tout un système de lavage à intégrer dans l'unité de conditionnement ou alors en travail de collaboration avec des centres de lavage qui se déploient un peu partout sur le territoire national, aussi bien pour laver des contenants, mais aussi, enfin des contenants comme des silos, mais aussi des contenants en verre et des contenants que l'industriel peut re-remplir ou que le consommateur aussi peut re-remplir. Donc c'est le sens de l'histoire, c'est très bien ce que fait Didier. Je retiendrai un mot dans ce que vous dites et dans ce qu'a dit Didier, c'est que les économies et les économies à grande échelle se feront avec de la mutualisation de moyens. Il faut arrêter de travailler un peu tout seul dans son coin avec son élément, parce que là, on arrive à un mur sur lequel on n'a plus d'économie, notamment en phase de transport. Alors, on va passer au slide suivant. On a donc effectivement rempli nos distributeurs, et maintenant le client va servir. Donc, alors aujourd'hui, on voit, si on peut passer au slide suivant, donc on voit quand même dans les contenants utilisés, parce qu'on appelle ça des contenants, des contenants, mais en fait, quand on regarde ces contenants, donc on a le premier qui est effectivement un contenant qui est un sac, donc j'appelle ça les contenants de marque, c'est-à-dire que des marques, donc on a Priméal, Cobio, donc les marques
offrent ou vendent des contenants. Là, le sac en coton, effectivement, il est vraiment spécifique au vrac. Le reste me semble être, et c'est pas me semble, ce sont en fait comme des emballages à usage unique, mais sauf qu'ils sont à usage multiple. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les magasins de vrac en vrac, vous pouvez les acheter soit vides, soit pleins. C'est-à-dire qu'on voit la lessive Biocop, par exemple, elle est vendue, le premier achat, vous l'achetez le flacon plein, et puis vidé, il y a marqué que c'est re-remplissable et vous allez le remplir. Donc ça, c'est des contenants spécifiques de marque. Ensuite, on a les contenants, si on peut passer au slide suivant, on a ce que j'appelle les contenants propres du magasin. Donc, on voit ces sachets dont parlait Didier. Voilà, vous avez donc dans ces contenants, vous, chez Ecobio, votre sachet, vous avez beaucoup de demandes sur le sachet ou c'est assez epsilonique? Et puis après, je poserai la question à Didier s'il a ces contenants spécifiques de magasins. Alors, notre sachet, oui, il a été quand même demandé par nos magasins qui voulaient justement limiter l'emballage jusqu'au bout et